iranien avec un rayon, ce rayon singulièrement va à peu près jusque là. C'est donc on extrapolait hier sur les nouveaux fronts. Bien là, on a une idée précise de ce que ça pourrait donner. C'est vrai, Marie-Laure Buisson, ils viennent de nous rafraîchir la mémoire. On avait oublié ces menaces qui visaient notamment Chypre au début du conflit, mais c'est à portée de tir iranien. Absolument, les Iraniens ont des missiles qui peuvent frapper Chypre. Ils en avaient fait la démonstration dès le départ. Et puis il y a quand même un type de menace qu'on n'a pas mentionné, qu'on a oublié, et que Siavosh Ghazi va certainement pas mentionner, j'imagine, mais c'est aussi éventuellement le terrorisme iranien. Absolument, oui. Ça, il faut y penser, parce qu'ils ont des proxys qui sont disséminés un peu partout en Europe, voire ailleurs. Il faut voir qu'il y a une diaspora iranienne qui est importante dans le monde entier, et on ne peut pas exclure qu'il y ait des attentats terroristes en Europe ou ailleurs, et qu'il soit une forme de rétribution criminelle à ce qui se passe en ce moment dans le Golfe. Donc oui, je crois qu'on est arrivé à un moment où les choses sont plus, les événements sont plus exacerbés que jamais, et le président américain le fait sentir, les Iraniens le font sentir aussi. On a vu leur démonstration de force hier avec ces mariés, tout ça était d'ailleurs un peu pathétique, mais bon. Ça monte. On sent que ça monte et on sent qu'on arrive au point de rupture. Oui, des mariés qui étaient prêts au sacrifice, on vous l'avait montré dans le journal. Il y a aussi ces images qu'on voit en ce moment, qui sont des images aussi diffusées hier soir par le régime, avec des grandes manifestations et des drones qui sont au milieu, sous-entendu évidemment prêts à les frapper. Emmanuel Guélichet, en plus, il y a cette expression employée par l'Iran qui laisse planer le doute au fond et qui laisse ouvertes toutes ces options dont on parle là, en disant simplement que cette guerre, elle pourra aller bien au-delà de la région. On sent que c'est une ambiguïté stratégique, pour reprendre un terme connu de tous les géostratèges. Oui, vous avez raison, et je rejoins tout à fait Marie-Laure. Effectivement, ils sont en train de montrer leur puissance. Ils sont en train de montrer qu'ils n'abandonneront pas, et que les exigences des Américains ne leur conviennent pas. Et donc, on va effectivement vers un conflit, à mon avis, qui va durer et qui va aller en crescendo. Amiral, vous êtes également avec nous sur ce plateau pour nous aider à comprendre quelle est la réalité de la menace iranienne. Les missiles, ils peuvent aller jusqu'à Chypre, ils peuvent aller sur le sud de l'Europe sans qu'on les intercepte. Ça, c'est possible ou pas? On se souvient que c'est pour ça que le Charles de Gaulle était allé au début, sauf erreur, je parle sous votre contrôle, en Méditerranée. Alors, ce que l'on sait de ces missiles, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une portée de l'ordre de 2000 km. Donc, il suffit de mettre le compas au point de départ et ça vous donne le point d'arrivée maximum. Donc, le sud de l'Europe. Voilà, donc vous pouvez toucher partie de l'Europe peut-être. Voilà, ça c'est une menace. Alors, dans quel état est-elle après les bombardements américains? Ça, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Qu'est-ce qu'il leur reste comme lanceur? Qu'est-ce qu'il leur reste comme missile? Tout ça est un grand point d'interrogation, parce que quand même les frappes américaines et israéliennes ont quand même détruit. On fait des dégâts, bien sûr. On fait énormément de dégâts. On n'a pas la nature exacte de la situation. Benjamin Pétrovert. Ce qu'on est en train de voir, c'est que cette guerre des mots qui prêtait un peu à sourire il y a 24-48 heures, avec ces clips postés en intelligence artificielle, faits ou par Donald Trump ou par les Iraniens, là maintenant il faut prendre très au sérieux cette guerre des mots. Parce qu'on voit bien que chacun est en train d'accompagner ces menaces par une mise en place d'un plan militaire. On voit bien, côté américain, hier, vous vous souvenez de ces images, on voyait les aéroports israéliens qui se faisaient, où du matériel arrivé, dans les aéroports israéliens. Envahir, c'est peut-être le mot que vous cherchez. Voilà. Prêt à partir au combat. Côté iranien, il faut prendre également très au sérieux ces menaces. Pourquoi? Les missiles utilisés jusqu'ici avaient une portée de 2000 km. Grosso modo, il y a 1500 km entre Téhéran et Tel Aviv. Donc, c'était cohérent, et on a vu comment le Moyen-Orient jusqu'à Tel Aviv a été touché. Si maintenant c'est l'Europe qui est touchée, la distance entre Paris et Téhéran, c'est 4500 km. Un missile intercontinental, je pars sous votre autorité, je crois que c'est autour de ces 5000 km. Or, Siavosh Ghazi nous dit que d'après le pouvoir iranien, il disposerait de missiles intercontinentaux. Donc là, on est dans une vraie question. Est-ce que c'est un bluff, ou alors c'est une réelle possibilité militaire? Enfin, et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit ma voisine, il y a le terrorisme dont malheureusement l'Iran s'est fait une très très grande spécialité. Et je vais même vous dire, moi je suis étonné que ce levier n'ait pas été utilisé depuis cette guerre. Plus précisément,
Peut-être qu'il a été utilisé, mais qu'on ne le sait pas, parce que des autorités dans différents pays ont peut-être déjoué des attentats. Alors, il y a cette menace-là, il y a aussi la menace dans l'autre détroit, parce que c'est pareil, les Houthis, on en parle beaucoup depuis le début, pour l'instant, ils sont pas vraiment entrés en action dans ce conflit, ça peut être une menace. On va aller à Washington dans quelques instants pour prendre le pouls là-bas. D'abord, Marie-Laure Buisson. Oui, ce que je voulais dire au sujet des missiles, c'est que en effet, on parle d'une portée a priori de 2500 km. Bon, sauf qu'on a vu avec l'affaire de Diego Garcia qu'il y a 2 missiles qui sont partis à 4000 voire 4500 km, souvenez-vous, il y a à peu près un mois, et qu'on sait maintenant par Diego Garcia, c'est la base américaine en plein milieu du Pacifique. La fameuse base. Océan Indien, pardon. Océan Indien, la fameuse base d'où partent tous les B-52 américains. Bon, ça, donc on sait déjà, même s'ils étaient à charge creuse, que ces missiles-là peuvent aller jusqu'à 4000-4500 km. Mais on sait par les services de renseignement que maintenant, les Iraniens ont un type de missile qui s'appelle le Simorgh, qui est maintenant opérationnel et qui peut aller jusqu'à 6000 km. Donc, j'en reviens à ce que disait Benjamin Petrover, ça veut dire que parfaitement l'Europe peut être touchée, et peut être touchée dans l'Europe occidentale lointaine. Alors on peut espérer que du côté du Pentagone, on a aussi pas mal d'informations là-dessus pour informer le président américain Donald Trump. Quelle est la décision qu'il va prendre? Évidemment, personne ne le sait. Antoine Forest. Si vous qui êtes à Washington avec Camille Fournier, vous êtes mieux placé que nous pour savoir que le président Trump, sa position peut évoluer d'une minute à l'autre. Il a donc fixé cet ultimatum, on l'a entendu, à vendredi, samedi, dimanche, lundi, tout ça n'est pas très clair. Que peut-il se passer surtout en attendant? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, cette semaine-là, du côté de Washington pour essayer de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Quand il évoque les négociations avec l'Iran, dans ses discours, dans ses interviews, Donald Trump le rabâche à chaque fois. Il ne veut pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. C'est la condition sine qua non pour laquelle il accepterait de signer un accord avec eux, entre autres. Son engagement sans engagement clair de la part de Téhéran, il menace donc de reprendre les frappes, mais ce n'est pas très clair parce qu'il dit que ces frappes pourraient reprendre vendredi, samedi, dimanche ou encore en début de semaine prochaine. Donc cet ultimatum est encore assez flou. Il a réuni en tout cas son conseil de défense nationale pour la 2e fois en 3 jours. Avec les chefs d'état-major, ils ont décidé des futures cibles à viser en Iran si jamais ils reprenaient ces frappes. Comment se passent les négociations? On a peu d'informations sur ce qui se dit entre Téhéran et Washington, mais malgré tout, J.D. Vance, le vice-président, se montrait plutôt optimiste hier face aux journalistes à la Maison-Blanche. Selon lui, il y a eu déjà beaucoup de progrès. Donald Trump, ensuite, dans un discours, a ajouté que cette guerre allait se terminer très rapidement, mais pour rappel, c'est déjà des propos qu'il tenait au mois de mars dernier. Et oui, c'est sûr, on a du mal à y voir clair, malgré vos éclaircissements, Antoine, dans la nuit de Washington. Emmanuel Galichet, on a ces déclarations très provocatrices de part et d'autre, et de l'autre côté, Antoine qui nous dit, le vice-président qui est optimiste, et Donald Trump qui parle d'une fin de conflit rapide. Ces négociations en sous-main, sous-jacentes, sous l'égide du Pakistan sur la question du nucléaire, elles vous semblent malgré tout avancer un peu ou pas? Alors, je suis pas dans les négociations. Non, mais vous connaissez les points les plus sensibles. Il me semble quand même on est encore très très loin d'une possible réussite de ces pourparlers, parce que les exigences sont vraiment extrêmement éloignées, aussi bien du côté des États-Unis que du côté de l'Iran. Les États-Unis, de toute façon, ils ne veulent pas qu'ils aient l'arme, et l'Iran a décidé de s'en doter. Donc, vous voyez bien qu'on est vraiment à 180 degrés l'un de l'autre, et c'est assez compliqué de comprendre dans tous ces messages de tous les gens qui sont dans les pourparlers, de savoir qu'est-ce qui a pu avancer. Peut-être, par exemple, je pense que le point qui pourrait être le plus sûr au niveau de l'avancement, c'est le fait que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, revienne dans les pourparlers, peut-être pour mettre en place des petits axes techniques de vérification. L'Iran, en attendant, se sent évidemment fort. On vient de le voir, d'autant plus que Patrick Sauce, du côté du Congrès américain, on a dévoilé des données, des chiffres sur les dégâts infligés par l'Iran, notamment aux forces aériennes américaines. Oui, les Iraniens disent que ça représente plusieurs dizaines de milliards de dollars. Oui, et souvenez-vous, au-delà des dégâts, il y a quand même une grande polémique sur la protection des soldats américains
eux-mêmes. Les victimes, les morts, ceux qui sont revenus dans des cercueils, n'étaient pas des combattants pour l'immense majorité. Ils étaient simplement surpris dans l'un des entrepôts du Koweït, absolument pas protégés, alors que vraiment, comme ils étaient très nombreux, il était très probable que ce seraient les premières cibles. On est aux États-Unis, le pays où tant bien que mal, le checks and balance et l'équilibre des pouvoirs fonctionnent. Sans doute à rebours, avec beaucoup de temps, mais ça finit par fonctionner. Et l'addition commence à arriver sur la table de Donald Trump. Pourquoi il s'est énervé hier? On l'a suivi hier. Il tentait de faire encore une fois diversion en présentant le chantier de sa nouvelle salle de bal à la Maison Blanche. Évidemment. Oui, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure quand on l'a entendu. On voit derrière le chantier. Il y a 2-3 questions par politesse posées par les journalistes sur alors le chantier ça avance. Ouais. Derrière, ça part quand même sur le fond du sujet. C'est là qu'il parle de son ultimatum, mais il est aussi extrêmement agressif vis-à-vis des démocrates et de quelques républicains qui commencent là aussi à se dire qu'on est parti beaucoup trop loin. 1, il y a eu des dégâts, on le montre ici. 2, ça a coûté très cher. 3, il est hors de question de se lancer dans une guerre très longue. On vous a parlé pendant des semaines parce que Pete Hegseth a voulu que ça fasse beaucoup de bruit, du fameux budget à venir, des 1500 milliards de dollars à venir. Il faudrait peut-être qu'il soit voté déjà. Il est voulu par le pouvoir, par l'administration Trump. Mais avant ça, il faudrait, et je reviens à mon histoire d'addition, il faudrait déjà la payer parce que lorsque le budget de cette année a été voté, il n'était pas encore question de partir en excursion, comme le dit Trump. Et donc, si il n'y a pas une rallonge qui est votée là, dans les prochains jours, ou prochaines semaines, eh bien, on va se retrouver à court. À court de quoi? C'est à court d'entraînement. On va devoir couper le budget dans les entraînements des Américains. On oublie de dire qu'il y a des milliers de soldats américains qui sont à la frontière sud des États-Unis face au Mexique pour assurer ce fameux mur quasiment humain. Il va falloir enlever des gens. Et avant même donc de penser à 1500 milliards de dollars et peut-être à de nouvelles frégates ou à ce nouvel avion qui serait le F-47 comme Donald Trump le veut, en fait, il va falloir déjà payer et assurer le paiement de la guerre en cours. Amiral Villemot-Roussel, ils ont été sous-estimés par les Américains, les dégâts à la fois humains mais aussi matériels, comme on vient de le voir. On n'aime pas parler des dégâts qu'on nous fait, bien évidemment, et avec précision, parce que c'est un renseignement qu'on ne donne pas à l'ennemi, donc il est difficile de les connaître de très près. C'est vrai que les Américains n'en ont pas beaucoup parlé. On a cité malheureusement quelques morts, mais pas beaucoup. Compte tenu de l'intensité, je vais vous dire, mon point de vue, c'est compte tenu de l'intensité de ces actions. Moi, j'ai été assez surpris par le fait qu'il y avait assez peu d'Américains qui ont été touchés. Alors, est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que ça a été remarquablement préparé? C'est qu'on les a mis à l'abri, ou est-ce que c'était bien protégé? Je trouve que c'est un vrai point d'interrogation. Enfin, tant mieux que les choses soient passées comme ça. Mais je suis quand même un peu surpris que ce soit aussi faible en termes de victimes.